Nos attentes sont nombreuses et variées, eu égard à notre vision déjà que nous avons dégagée il y a 2 ans et qui s'intitule « Le handicap, un critère qualité pour le développement durable ». Nous pensons qu'un développement durable ne saurait être possible que si on prend en compte la dimension handicap dans toute sa plénitude et que le handicap ne constitue pas seulement une sorte de variable au niveau des discours. En ce qui concerne cet atelier en particulier, il est important de voir que la transversalité du handicap s'inscrit dans le cadre de sa prise en compte dans tous les secteurs, à tous les niveaux, eu égard à sa multidisciplinarité, au fait qu'il soit multisectoriel, entre autres. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que le changement climatique touche en particulier les personnes handicapées. Pourquoi? Parce que quand une catastrophe survient, c'est généralement la combinaison des capacités et des vulnérabilités. C'est là où résulte la possibilité des uns et des autres de s'en tirer. Je m'en veux pour preuve l'avènement de la Covid. Les personnes les plus aisées, souvent, ont pu échapper par rapport à cette pandémie. Nous avons aussi espoir qu'à travers cet atelier, aussi l'idée par rapport aux différentes étapes de la gestion des catastrophes, par exemple l'atténuation, la préparation, la réponse, mais surtout la reconstruction. La reconstruction en ce sens que nous avons tous vu que généralement, le cadre dans lequel nous évoluons est conçu pour une personne standard, c'est-à-dire une personne qui voit bien, qui entend bien, qui marche avec ses deux pieds, etc., etc. Or, de plus en plus, la résilience de nos sociétés va s'inspirer du fait qu'on puisse prendre en compte la diversité de notre société. C'est-à-dire, l'un ne voit pas, l'autre n'entend pas, etc. Comment faire pour que, dans la planification, qu'on puisse prendre en compte leurs besoins spécifiques. Et leurs besoins spécifiques ne sont rien d'autre que l'accessibilité, accessibilité dans toute sa dimension, dans toutes ses implications, que ce soit physique, que ce soit communicationnel, social, mais aussi institutionnel. Mais aussi, il urge pour nous de faire partie des cadres de prise de décision. Parce que c'est là où se planifient généralement les processus. Et l'idée ici pour nous, c'est de pouvoir influer sur ces processus-là. Parce que c'est comme ça que nous allons parvenir à travailler pour une société inclusive. Et je rappelle que cette société inclusive est bénéfique pour tous. Ce n'est pas seulement pour les personnes handicapées quand on parle d'inclusion, mais c'est pour une société beaucoup plus résiliente. Vous savez, Saïk Civil est une ONG internationale britannique qui promeut le bien-être des personnes handicapées à travers des programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre au Sénégal dans le domaine de la santé oculaire pour permettre aux personnes d'avoir accès à des soins de santé pour les yeux. Mais également des programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées qui ciblent les maladies qui peuvent amener la cécité. Nous avons également des programmes d'éducation inclusive qui permettent aux enfants handicapés de fréquenter les mêmes écoles que les enfants non handicapés, mais également à travers des programmes d'autonomisation économique des personnes handicapées. C'est suivant cela que nous avons en tout cas voulu accompagner les associations de personnes handicapées à travers la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées à préparer des réponses pour participer activement aux initiatives développées par le gouvernement, par l'État et par la société civile, allant dans le sens de lutter contre les changements climatiques. C'est dans ce sens que nous avons appuyé un peu le Congat pour organiser cet atelier dont l'objectif est de renforcer les capacités de ces organisations de personnes handicapées, y compris de la société civile, pour permettre une participation plus active aux instances de décision, notamment pour la contribution accrue à ces réponses-là que je viens de nommer. Aujourd'hui, si on voit plus loin, on se rend compte que les personnes handicapées sont plus touchées par les changements climatiques. Aujourd'hui, nous avons des exemples un peu précis. Dans le cadre des inondations, il y a beaucoup d'activités de sensibilisation qui sont faites. Des affiches qui sont déroulées par-ci et par-là, mais de l'inclusivité de ces activités de communication-là, c'est une autre chose. C'est comme si ces personnes handicapées ne sont pas prises en compte dans ces réponses-là.
C'est pourquoi d'ailleurs nous voulons lancer la réflexion pour mieux comprendre les besoins de ces personnes handicapées-là. Parce qu'aujourd'hui, si je parle de ces exemples-là, il y en a parmi beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir lancer la réflexion pour mieux comprendre les besoins des personnes handicapées et de pouvoir proposer des réponses appropriées et faisables ici au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal, depuis 92-94, a signé ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et dont l'objectif vraiment est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation climatique, tout en renforçant, n'est-ce pas, les capacités d'adaptation et la résilience des personnes vulnérables et des écosystèmes. Alors depuis lors, le Sénégal, évidemment, pour mettre en œuvre ces objectifs, a élaboré plusieurs documents. Le premier a été ce qu'on appelle le PANA, le Plan d'action national pour l'adaptation, dont l'objectif était d'identifier les besoins urgents en matière d'adaptation. Donc évidemment, quand nous parlons de changement climatique, le premier facteur, le premier critère sur lequel on évalue, c'est la vulnérabilité des populations. Et cette notion de vulnérabilité, c'est en quelque sorte même un fourre-tout. Voilà, parce que nous avons la vulnérabilité des personnes, donc qui peuvent être des personnes en situation de handicap, ou bien les femmes, ou bien les enfants, qui, suivant les études, montrent que c'est les différentes catégories qui sont, n'est-ce pas, les plus vulnérables par rapport au changement climatique. Et ce PANA, à l'époque qui a été élaboré, qui avait identifié ces besoins urgents en matière d'agriculture, ressources en eau et zones côtières, avait identifié des programmes prioritaires, d'où ces programmes prioritaires ont donné des projets qui ont été, n'est-ce pas, mis en œuvre. À la suite du PANA, on a eu le PNA, le Plan national d'adaptation au changement climatique, qui lui, au lieu de prendre en compte seulement les besoins sur le court terme, va plus loin pour anticiper sur le moyen et long terme. Parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, nous devons plutôt anticiper et planifier plutôt que attendre que les conséquences se présentent pour mettre en place, pour mettre en œuvre des solutions d'adaptation. Donc le PNA donc, est venu pour en réalité planifier, mais en même temps intégrer ces questions de changement climatique donc dans la planification et la budgétisation. Et nous avons comme un dernier document politique, on peut dire que c'est par rapport à l'accord de Paris, notre engagement par rapport à l'accord de Paris, dont l'objectif est de rester sur 2 degrés Celsius de température mondiale. Et pour atteindre ces 2 degrés Celsius, on avait demandé à chaque pays de donner un petit peu comment il compte contribuer à cette lutte contre les changements climatiques. Donc c'est ce qui a donné naissance à cette contribution déterminée au niveau national, où le Sénégal a dit que moi, d'ici l'horizon 2025-2030, je vais réduire mes émissions de 7 à 29%, suivant les financements internes et les financements externes. Les personnes qui vivent ces effets de changement climatique ont leur mot à dire sur les politiques et autres qui sont prises au niveau de l'État. Or, pour mieux donner leur mot, pour mieux contribuer à des évolutions sur ce cadre, il est important qu'ils sachent ce qui est là-dedans, qu'ils sachent comment ça peut les impacter pour donc faire passer leur message. Donc c'est ça d'abord le premier sens de cet atelier. Il s'y ajoute que, bon, pour mieux faire passer leurs droits, leurs revendications, il faudrait qu'ils puissent intégrer les instances de décision. Alors cet atelier les prépare à cela, veut leur donner les moyens de plaider pour être présents là où les décisions se passent et en y étant présents aussi pour avoir les atouts, les arguments qu'il faut pour faire passer leur message. Merci.